Le 23 novembre 1990, un Learjet 35 transportant 3 éminents hommes d'affaires français disparut mystérieusement au-dessus de l'Atlantique Nord lors d'un vol de Paris à New York, créant l'une des énigmes aéronautiques les plus troublantes de la décennie et plongeant 3 familles influentes dans un cauchemar qui durerait 4 longues années. À bord de l'appareil se trouvait Pierre Dubois, 52 ans, PDG de la société pharmaceutique Dubois & Associés, Jean-Claude Moreau, 48 ans, magnate de l'immobilier parisien, et François Leclerc, 45 ans, directeur général d'une importante banque d'investissement française. Les 3 hommes voyageaient ensemble pour finaliser un accord commercial majeur avec des investisseurs américains. Un contrat d'une valeur de 500 millions de francs qui devait révolutionner l'industrie pharmaceutique européenne. L'avion, piloté par le capitaine Michel Girard, un aviateur expérimenté avec plus de 20 000 heures de vol, et son copilote Antoine Bernard, avait décollé de l'aéroport du Bourget à 14h30 par une météo parfaitement claire, avec un plan de vol approuvé qui les mènerait directement à l'aéroport de Teterboro dans le New Jersey. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Le dernier contact radio avec la tour de contrôle parisienne fut enregistré à 15h42, quand le capitaine Girard confirma qu'il volait à l'altitude de croisière de 39 000 pieds, avec tous les systèmes fonctionnant normalement, avant que l'appareil disparaisse complètement des écrans radars au-dessus de l'océan Atlantique, sans aucun signal de détresse. Malgré une opération de recherche internationale massive, impliquant les marines françaises, britanniques et américaines, utilisant des navires, des avions de reconnaissance et des technologies de sonar avancées, aucune trace de l'appareil ne fut découverte pendant des semaines de recherche intensive dans les eaux agitées de l'Atlantique Nord. 4 ans plus tard, la découverte fortuite de la boîte noire par un chalutier de pêche commercial révélerait une vérité choquante qui bouleverserait le monde des affaires français et exposerait une conspiration impliquant corruption, chantage et meurtre au plus haut niveau du pouvoir économique français. L'enquête officielle menée par le Bureau d'enquête et d'analyse, BEA français, révéla rapidement que la disparition du Learjet présentait des anomalies troublantes qui ne correspondaient pas aux accidents aériens conventionnels, soulevant des questions sur la possibilité d'un sabotage ou d'une intervention criminelle. L'inspecteur principal Jacques Bertrand, vétéran de l'aviation civile avec 25 ans d'expérience dans l'investigation d'accidents aériens, dirigea une équipe multidisciplinaire qui examina minutieusement les registres de maintenance de l'appareil, les antécédents des pilotes et les circonstances entourant le vol fatal. L'analyse des communications radio révéla que le capitaine Girard avait signalé des conditions météorologiques excellentes et aucun problème technique jusqu'au moment exact où le contact fut perdu, éliminant les causes climatiques ou mécaniques évidentes comme explication de la disparition. L'examen des dossiers personnels des 3 passagers révéla des liens complexes entre leurs entreprises respectives et plusieurs projets d'investissement controversés qui avaient attiré l'attention des autorités fiscales françaises dans les mois précédant le vol. Les enquêteurs découvrirent que Pierre Dubois faisait l'objet d'une investigation pour évasion fiscale, que Jean-Claude Moreau était soupçonné de blanchiment d'argent à travers ses investissements immobiliers, et que François Leclerc était impliqué dans un scandale de corruption bancaire qui avait été étouffé par des influences politiques. L'investigation révéla également que les 3 hommes avaient reçu des menaces anonymes dans les semaines précédant leur voyage, menaces qui avaient été signalées à la police, mais n'avaient pas été prises au sérieux en raison de leur statut social élevé et de leur connexion politique. Les autorités américaines confirmèrent que l'accord commercial que les 3 hommes devaient finaliser à New York impliquait des transferts financiers suspects vers des comptes offshore et que le FBI avait ouvert une enquête préliminaire sur leurs activités financières. Malgré ces découvertes troublantes, l'absence de débris ou de preuves physiques de l'accident empêcha les enquêteurs de déterminer avec certitude si la disparition était due à un accident, un sabotage ou un acte criminel délibéré. La pression des familles influentes et des médias français maintint l'enquête active. Mais après des mois d'investigation sans résultat concret, le dossier fut classé comme accident aérien de cause indéterminée.
laissant les familles dans l'incertitude et alimentant les spéculations sur un possible complot impliquant des intérêts économiques et politiques puissants. Les 4 années qui suivirent la disparition furent marquées par les efforts persistants des familles des victimes pour découvrir la vérité, malgré l'apparent manque d'intérêt des autorités à poursuivre une investigation qui touchait aux couches les plus élevées de la société française. Madame Dubois, veuve de Pierre, utilisa une partie considérable de la fortune familiale pour financer des recherches privées, engageant des détectives internationaux, des experts en aviation et même des chasseurs de trésors sous-marins qui utilisaient des équipements de sonar avancés pour chercher l'épave dans l'Atlantique. Les familles Moreau et Leclerc s'associèrent pour faire pression sur le gouvernement français, utilisant leurs connexions politiques pour maintenir l'enquête officielle active et exiger l'utilisation de technologies de recherche sous-marine plus sophistiquées. L'affaire attira l'attention de journalistes d'investigation qui commencèrent à creuser dans les activités commerciales des 3 hommes, révélant progressivement l'existence d'un réseau complexe de transactions financières suspectes qui reliait leurs entreprises à des organisations criminelles internationales et à des politiciens corrompus. Des articles dans Le Monde et Le Figaro exposèrent des liens entre les entreprises des victimes et des opérations de blanchiment d'argent impliquant des cartels sud-américains, des mafias italiennes et des oligarques russes, suggérant que leur mort pouvait être liée à leur connaissance de ces activités illégales. Les enquêtes journalistiques révélèrent également que plusieurs témoins potentiels liés aux affaires des 3 hommes avaient également disparu ou étaient morts dans des circonstances suspectes au cours des années précédant et suivant l'accident d'avion, alimentant les théories selon lesquelles ils avaient été éliminés pour empêcher la révélation d'informations compromettantes. Des experts indépendants en aviation émettent des doutes sur la conclusion officielle d'accident, soulignant que les conditions météorologiques parfaites, l'expérience des pilotes et l'état impeccable de l'appareil rendaient un accident conventionnel hautement improbable. L'affaire devint un symbole de la corruption dans les hautes sphères de la société française, inspirant des romans, des documentaires et des films qui spéculaient sur les véritables circonstances de la disparition. Malgré la pression publique et médiatique, les autorités françaises maintinrent leur position officielle, selon laquelle il n'y avait pas suffisamment de preuves pour rouvrir l'enquête, une position qui fut critiquée par des organisations internationales de droits de l'homme et des groupes anticorruption. Le 8 septembre 1994, 4 ans après la disparition, un chalutier de pêche britannique opérant dans les eaux internationales à 200 milles nautiques au sud-ouest de l'Irlande remonta dans ses filets un objet métallique orange qui s'avérerait être la boîte noire du Learjet disparu, relançant immédiatement l'enquête et soulevant de nouvelles questions troublantes sur les circonstances de l'accident. Le capitaine Thomas Mackenzie du navire Atlantic Dawn contacta immédiatement les gardes-côtes irlandais après avoir reconnu l'appareil comme un enregistreur de vol, et l'objet fut rapidement transféré aux autorités françaises pour analyse par les experts du BEA. L'emplacement de la découverte, significativement éloigné de la route de vol prévue, suggérait que l'avion avait dévié de son plan de vol original avant de s'écraser, soit en raison d'une urgence technique, soit par intervention délibérée du pilote ou d'une tierce partie. Plus troublante encore, l'examen initial de la boîte noire révéla qu'elle avait été délibérément endommagée avant l'impact, avec des traces de manipulation qui suggéraient une tentative de détruire les preuves enregistrées à l'intérieur. Les experts en récupération de données du BEA travaillèrent pendant des semaines pour extraire les informations des circuits endommagés, utilisant des techniques de pointe pour reconstituer les enregistrements audio et les données de vol des dernières minutes du vol. Quand les données furent finalement récupérées, elles révélèrent une conversation choquante dans le cockpit, qui changerait complètement la compréhension de ce qui s'était passé le 23 novembre 1990. Les enregistrements montrèrent que l'avion avait été détourné par une personne non identifiée, qui avait pris le contrôle de l'appareil, forçant les pilotes à changer de route sous la menace d'une arme, et que les 3 passagers avaient été conscients de leur sort imminent dans les minutes précédant l'impact. Plus révélateur encore, les voix enregistrées incluaient des conversations entre les passagers qui révélaient des détails sur leurs activités criminelles
et les noms de complices haut placés dans le gouvernement français, confirmant que leur mort était liée à leur implication dans un réseau de corruption d'envergure internationale. La découverte de la boîte noire transforma instantanément l'affaire d'un accident mystérieux en une enquête criminelle de haute priorité, impliquant non seulement les autorités françaises, mais aussi Interpol et plusieurs agences de renseignement internationales. L'analyse complète des enregistrements de la boîte noire révéla une conspiration d'une ampleur stupéfiante qui impliquait des figures politiques de premier plan, des organisations criminelles internationales et un réseau de corruption qui s'étendait des plus hautes sphères du gouvernement français au cartel de drogue sud-américain. Les conversations enregistrées montraient que Pierre Dubois, Jean-Claude Moreau et François Leclerc avaient été impliqués dans un système de blanchiment d'argent qui utilisait leurs entreprises légitimes pour nettoyer des centaines de millions de francs provenant du trafic de drogue, de la vente d'armes et de la corruption politique. L'enregistrement révéla que les trois hommes avaient décidé de coopérer avec les autorités américaines en échange d'une immunité et qu'ils transportaient des documents et des preuves qui auraient pu incriminer des dizaines de personnalités influentes, incluant des ministres, des banquiers et des industriels. La voix du détourneur, analysée par des experts en identification vocale, fut identifiée comme appartenant à Viktor Kozlov, un assassin professionnel russe connu pour ses liens avec des organisations criminelles internationales et des services de renseignement corrompus. Les enregistrements montraient que Kozlov avait infiltré l'équipage de l'aéroport du Bourget et s'était caché dans la soute de l'avion avant le décollage, émergeant une fois l'appareil en vol pour prendre le contrôle de la situation. Les dernières minutes de l'enregistrement révélaient que Kozlov avait forcé l'avion à voler vers une zone désignée de l'Atlantique, où un navire attendait pour récupérer les documents et éliminer tous les témoins, mais que quelque chose avait mal tourné, résultant en l'écrasement de l'avion avant que la récupération puisse avoir lieu. L'analyse technique des données de vol confirma que l'avion avait été délibérément dirigé vers l'océan dans un angle de descente contrôlé et que les systèmes de l'appareil avaient été sabotés pour empêcher les pilotes de reprendre le contrôle ou d'envoyer un signal de détresse. L'enquête révéla également que plusieurs membres du personnel de l'aéroport du Bourget avaient été soudoyés pour permettre à Kozlov d'accéder à l'avion et que des complices dans la tour de contrôle avaient fourni de fausses informations sur la position de l'appareil pour compliquer les opérations de recherche. La découverte de ces preuves déclencha la plus grande enquête anticorruption de l'histoire française moderne, impliquant des dizaines d'arrestations et exposant un réseau criminel qui avait opéré impunément pendant des années au plus haut niveau de la société française. Les révélations de la boîte noire déclenchèrent une série d'arrestations spectaculaires qui ébranlèrent les fondements du pouvoir politique et économique français, exposant une corruption systémique qui avait infecté les institutions les plus respectées du pays. Le procureur général Henri Dubois, aucun lien de parenté avec la victime, dirigea une investigation massive qui aboutit à l'arrestation de 2 ministres, 5 députés, 12 directeurs de banque et des dizaines d'hommes d'affaires influents identifiés dans les enregistrements comme complices du réseau de blanchiment. Viktor Kozlov fut localisé et arrêté à Monaco par Interpol, où il vivait sous une fausse identité, et son interrogatoire révéla l'existence d'un carnet détaillé contenant les noms, comptes bancaires et méthodes opérationnelles de l'ensemble du réseau criminel. L'enquête révéla que le réseau avait blanchi plus de 10 milliards de francs sur une période de 15 ans, utilisant des entreprises pharmaceutiques, des projets immobiliers et des banques d'investissement comme façade pour des opérations criminelles massives. Les autorités découvrirent que l'ordre d'éliminer les 3 hommes d'affaires était venu directement du sommet du réseau, dirigé par un consortium d'oligarques russes, de cartels colombiens et de politiciens français corrompus, qui craignaient que leur coopération avec les autorités américaines n'expose l'ensemble de l'opération. Le procès qui suivit devint l'un des événements judiciaires les plus médiatisés de la décennie, avec des témoignages qui révélèrent comment des figures respectées de la société française avaient trahi la confiance publique pour des profits personnels massifs. Kozlov fut condamné à la prison à vie pour quintuple meurtre, incluant les 2 pilotes, tandis que ses complices reçurent des peines allant de 15 à 30 ans de prison, et que des amendes records
furent imposées aux entreprises impliquées. Les familles des victimes, bien que dévastées par la confirmation de l'assassinat délibéré de leurs proches, exprimèrent leur satisfaction de voir enfin justice rendue et la vérité révélée après des années d'incertitude et de spéculation. L'affaire inspira des réformes majeures dans la régulation financière française, la sécurité aéroportuaire et les procédures de surveillance des transactions internationales, établissant de nouveaux standards pour la prévention du blanchiment d'argent et de la corruption politique. Les conséquences de l'affaire du Learjet s'étendirent bien au-delà des condamnations individuelles, catalysant une transformation fondamentale du système financier et politique français, qui renforça la transparence et la responsabilité à tous les niveaux de gouvernement. Le président François Mitterrand ordonna la création d'une commission spéciale anticorruption, dirigée par des magistrats indépendants, avec des pouvoirs étendus pour enquêter sur les finances des fonctionnaires et des hommes d'affaires, établissant un précédent pour la surveillance gouvernementale qui influence encore la politique française aujourd'hui. Les réformes bancaires, inspirées par l'affaire, inclurent de nouvelles exigences de reporting pour les transactions internationales, des vérifications obligatoires des antécédents pour les dirigeants d'entreprises, et la création d'une base de données nationale pour traquer les mouvements financiers suspects entre institutions. La sécurité aéroportuaire fut complètement révisée, avec de nouveaux protocoles de vérification du personnel, des systèmes de surveillance améliorés et des procédures renforcées pour l'accès aux aéronefs privés qui éliminèrent les vulnérabilités exploitées par Kozlov et ses complices. L'Union européenne adopta les protocoles Paris pour la coopération internationale dans les enquêtes financières, établissant des mécanismes de partage d'informations entre pays membres qui facilitèrent la poursuite des crimes financiers transnationaux. Les entreprises pharmaceutiques, immobilières et financières furent soumises à de nouvelles régulations qui exigeaient une transparence complète de leur structure de propriété et de leurs sources de financement, éliminant beaucoup des mécanismes utilisés par le réseau criminel. L'affaire inspira également des changements dans l'éducation juridique et commerciale française, avec de nouveaux cours obligatoires sur l'éthique professionnelle et les conséquences légales de la corruption qui sont encore enseignés dans les universités françaises. Les médias français adoptèrent de nouveaux standards de journalisme d'investigation, établissant des unités spécialisées dans la recherche de corruption financière qui ont exposé des dizaines d'affaires similaires dans les décennies suivantes. Un mémorial fut établi au Père-Lachaise pour honorer Pierre Dubois, Jean-Claude Moreau et François Leclerc, reconnaissant que, malgré leurs erreurs, leur mort avait catalysé des réformes importantes qui bénéficiaient à la société française dans son ensemble. 10 ans après les révélations de la boîte noire, l'héritage de l'affaire du Learjet continuait d'influencer la politique française et internationale, avec les réformes anticorruption inspirées par le cas servant de modèle pour d'autres nations confrontées à des défis similaires de criminalité financière organisée. Les familles des victimes avaient établi la Fondation Dubois-Moreau-Leclerc pour la transparence financière, qui finançait la recherche sur les crimes financiers et fournissait un soutien aux lanceurs d'alerte qui exposèrent la corruption dans le secteur privé et public. Victor Kozlov, purgeant sa peine à vie dans une prison française de haute sécurité, avait continué à coopérer avec les autorités internationales, ces informations menant à l'arrestation de plus de 200 criminels dans 15 pays et au démantèlement de plusieurs réseaux de blanchiment d'argent majeurs. Les protocoles de sécurité aéroportuaire développés en réponse à l'affaire avaient été adoptés internationalement, contribuant significativement à la prévention d'attaques terroristes et d'activités criminelles dans l'aviation civile mondiale. La Commission anticorruption française était devenue une institution respectée qui avait investigué des milliers de cas et récupéré des milliards d'euros de fonds détournés, servant de modèle pour des agences similaires établies dans d'autres démocraties européennes. Les réformes bancaires avaient considérablement réduit la capacité des organisations criminelles à utiliser le système financier français pour leurs opérations, forçant ces groupes à déplacer leurs activités vers des juridictions moins réglementées. L'affaire était devenue un cas d'étude standard dans les écoles de commerce et de droit international, enseignant aux futurs dirigeants l'importance de l'intégrité éthique et les conséquences potentielles de la participation à des activités corrompues. Des documentaires et des films sur l'affaire continuaient d'être produits,
éduquant le public sur les dangers de la corruption systémique et l'importance de la vigilance civique dans la protection des institutions démocratiques. L'enquête avait également révélé l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre le crime organisé, inspirant de nouveaux traités et accords qui facilitaient le partage d'informations et la coordination des enquêtes entre nations. 15 ans après la découverte de la boîte noire, l'impact de l'affaire du Learjet sur la société française et la communauté internationale était devenu encore plus évident, avec les institutions et protocoles établis en réponse au scandale ayant prévenu d'innombrables crimes similaires et renforcé la confiance publique dans les institutions démocratiques. La Fondation Dubois-Moreau-Leclerc était devenue une organisation internationale de premier plan dans la lutte contre la corruption, opérant des programmes dans 30 pays et ayant formé des milliers d'enquêteurs, de journalistes et de citoyens activistes aux techniques de détection et de prévention de la corruption financière. Les technologies de surveillance financière développées par les banques françaises en réponse aux réformes post-affaires avaient été adoptées mondialement, créant un système interconnecté de détection des transactions suspectes qui avait significativement compliqué les opérations de blanchiment d'argent international. L'Union européenne avait étendu les protocoles Paris pour inclure la coopération avec des organisations internationales comme l'ONU et la Banque mondiale, créant un réseau global de partage d'informations qui permettait une réponse rapide aux menaces financières émergentes. Les procédures de sécurité aéroportuaire inspirées par l'affaire avaient évolué avec la technologie, incorporant des systèmes de reconnaissance biométrique, de surveillance par intelligence artificielle et de vérification des antécédents en temps réel qui rendaient pratiquement impossible la répétition du type d'infiltration réalisé par Kozlov. L'affaire avait également inspiré une nouvelle génération de journalistes d'investigation spécialisés dans les crimes financiers, dont le travail avait exposé des dizaines de scandales majeurs et maintenu la pression sur les institutions pour qu'elles maintiennent des standards éthiques élevés. Les universités françaises avaient établi des programmes de recherche dédiés à l'étude de la corruption et de l'éthique des affaires, produisant des recherches académiques qui informaient les politiques publiques et les pratiques commerciales dans le monde entier. Le mémorial Dubois-Moreau-Leclerc, au Père-Lachaise, était devenu un site de pèlerinage pour les défenseurs de la transparence et de la justice, symbolisant la transformation positive qui peut résulter même des tragédies les plus sombres lorsque la société choisit d'apprendre et de s'améliorer. Aujourd'hui, plus de 3 décennies après la disparition tragique du Learjet et la découverte révolutionnaire de sa boîte noire, l'héritage de Pierre Dubois, Jean-Claude Moreau et François Leclerc continue de protéger l'intégrité des institutions financières et politiques françaises et internationales, démontrant comment une tragédie peut être transformée en une force pour le bien lorsque la société s'engage à rechercher la vérité et la justice. Les systèmes anticorruption établis en réponse à leur mort ont évolué avec la technologie moderne, incorporant l'intelligence artificielle, l'analyse de données massives et la blockchain pour créer des mécanismes de surveillance financière pratiquement impénétrables qui protègent les économies mondiales contre les activités criminelles organisées. La Fondation Dubois-Moreau-Leclerc opère maintenant dans 50 pays, ayant formé plus de 100 000 professionnels aux techniques de détection et de prévention de la corruption, et ayant contribué à la récupération de plus de 50 milliards d'euros de fonds détournés qui ont été retournés aux citoyens et aux institutions légitimes. Les familles des 3 hommes, bien que marquées à jamais par leur perte, ont trouvé du réconfort dans le fait que la mort de leurs proches a catalysé des changements qui ont bénéficié à des millions de personnes dans le monde entier, transformant une tragédie personnelle en un héritage de justice et de transparence. L'affaire est maintenant enseignée dans toutes les écoles de police, les facultés de droit et les programmes de sciences politiques comme exemple paradigmatique de la façon dont la persévérance dans la recherche de la vérité peut exposer et démanteler même les conspirations les plus sophistiquées. Les protocoles de sécurité aéronautique inspirés par l'infiltration de Kozlov ont contribué à faire de l'aviation commerciale l'un des modes de transport les plus sûrs au monde, avec des systèmes qui protègent non seulement contre le terrorisme, mais aussi contre les activités criminelles organisées. Viktor Kozlov, maintenant dans sa 8e décennie, continue de purger sa peine à vie
tout en coopérant avec les autorités pour démanteler les derniers vestiges des réseaux criminels qu'il avait servis. Son témoignage ayant contribué à plus de 1000 arrestations et condamnations dans le monde entier. Le mémorial du Bois Moreau-Leclerc est devenu un symbole international de la lutte contre la corruption, accueillant des délégations de dirigeants gouvernementaux, d'activistes civiques et d'étudiants qui viennent apprendre comment une société peut se transformer face à la révélation de corruption systémique. L'histoire de ces 3 hommes d'affaires français rappelle que même ceux qui succombent à la tentation de la corruption peuvent, par les circonstances de leur mort et les révélations qui suivent, contribuer involontairement à un monde plus juste et transparent. Leur héritage vit dans chaque transaction financière surveillée, chaque fonctionnaire tenu responsable, chaque système démocratique renforcé contre la corruption, prouvant que la vérité, même révélée par tragédie, possède le pouvoir de transformer le monde pour le mieux et de protéger les générations futures contre les forces qui cherchent à corrompre les institutions sur lesquelles repose notre société.